Salut à tous, bienvenue dans le premier numéro officiel de cette émission qui n'a toujours pas de nom. Vous avez assisté à un numéro 0 la semaine dernière où on a pu établir un pré-classement parce que l'idée c'est ça, on va vous faire participer avec nous. Vous allez nous proposer des comics et on va tenter de les insérer dans la liste des comics qui ont déjà été classés pour établir le top ultime des comics avec le plus de mauvaise foi possible. Et les propriétaires de mauvaise foi qui sont avec nous pour établir ce top ce soir, en premier c'est Monsieur Yanda de la chaîne Mister Yanda. Salut Yanda. Bonsoir tout le monde. Avec nous on a aussi Rétrophile qui est un peu l'instigateur de ce projet parfelu. Salut Phil. Bonsoir. Et on a donc un quatrième membre officiel puisqu'on est rejoint par Marvel, des chroniques de Marvel, et ça nous fait hyper plaisir de t'avoir avec nous ce soir. Salut Marvel. Bonjour, bonjour. Donc on a donc notre team de 4 personnes, de 4 chroniqueurs, de 4 hurluberlus qui vont tenter de classer des comics. Alors je vous rappelle le top tel qu'il a été composé pour faire une base. Pour l'instant le premier de notre top c'est Crisis on Infinite Earth. Deuxième de notre top c'est Spider-Man, la mort de Gwen Stacy. Troisième, Batman, un deuil dans la famille. Quatrième, la série All Man Logan, l'ancienne de Steve McNiven et Mark Millar. Cinquième, c'est Superman Red Son. Sixième, la série Earth 2, version New 52. Septième du classement, c'est All New Thor. Huitième du classement, la série Supergirl, version New 52. Neuvième du classement, la série Harley Quinn, version New 52. Dixième, la série All New Wolverine. Et le onzième et dernier de notre classement pour l'instant, c'est la série Secret War. On va donc repartir avec de nouvelles listes et je vais donc donner la parole à Phil puisque c'est lui qui recueille en fait vos listes sur les internets modernes. Phil, quel est donc le titre de cette première liste de ce soir ? On va commencer avec la liste d'Hérétique parce que c'est le seul je crois qui a dû mettre un nom à sa liste en donnant un avis sur chaque titre qu'il a donné et en donnant 3 titres parce qu'il y en a qui m'ont donné qu'un seul titre. Alors on va commencer avec un titre, je sais pas si on va le classer par contre. On classe principalement les sagas Marvel et DC de leur univers, on va dire, habituel. Et là, il m'a dit, je vais vous citer directement ce qu'il m'a écrit. En premier, j'ai choisi Miracle Man, parce que c'est l'un de mes plus gros coups de cœur. Je trouve l'histoire belle et touchante et bien trop méconnue pour l'importance qu'elle a. Les dessins de John Totleben est sublime. Le dessin, de John Totleben est sublime et Alan Moore signe le scénario d'une œuvre vraiment poétique et sublime dans la douceur comme dans la violence. Alors, est-ce qu'on classe Miracle Man ? Est-ce qu'il fait partie de l'univers Marvel ? C'est compliqué. Et est-ce qu'il a vraiment dit Alan Moore ou Alan Moore ? J'ai dit Alan Moore ? Ah, c'est mon accent américain qui ressort là du Kansas. Je suis désolé. On n'a pas le droit de dire son nom, souvenez-vous. On n'a pas le droit de dire le nom de l'auteur sur cette série. Il y a une histoire de procès autour de ça. Celui dont il ne faut pas dire le nom. L'auteur dont on ne doit pas dire le nom. Techniquement, c'est du Marvel, puisque Marvel UK, non ouais. Puisque le personnage est revenu dans le giron de Marvel depuis, après avoir fait un petit séjour par Todd McFarlane Productions. À mon avis, oui, il est éligible au classement. Alors c'est du super-héroïque, mais il fait pas partie de l'univers super-héroïque habituel. C'est pour ça, moi, ça me pose problème. Il est publié chez Marvel, mais il a jamais rencontré les personnages de l'univers Marvel. Voilà, par exemple, à ce moment-là, est-ce qu'on peut aussi classer Sweet Tooth ? C'est du Vertigo, c'est du DC, mais c'est pas l'univers DC. Ouais, de toute façon, il y en a plein comme ça. Enfin, les Star Wars chez Marvel, ils rencontrent pas les Avengers. Donc, Bon, on va péter ce titre alors. Voilà, on commence bien. Premier titre, on le pète et il est hors classement. Voilà. Donc, ça va aller super ce soir. Merci pour ta liste, Hérétique. Non, on continue. Allez. On continue avec un titre de 2004, Superman, Identité secrète. Et Hérétique a écrit parce que Kurt Busiek conte l'une des plus belles histoires de l'homme d'acier et la rend accessible à tous. C'est simple, je la prête à tous mes amis anti-Superman, anti-comics, et ils tombent tous sous le charme. C'est le dessin qui m'a séché. J'avais du mal à rentrer dedans à cause du dessin. Parce que c'est pas le dessin super héroïque dont on a l'habitude. Du coup, ça m'a un peu interpellé. En même temps, c'est pas une histoire de super-héros comme on en a habituellement. C'est un jeune garçon qui découvre qu'il a les pouvoirs de Superman et qui s'appelle Clark Kent, si je me souviens bien. C'est ça. Dans un univers où les comics Superman existent, et où lui est fan de Superman, et il va se rendre compte qu'il a des pouvoirs similaires à Superman. C'est ça, et ses pouvoirs vont petit à petit se réveiller, sachant que il se fait chambrer par tout son entourage
pas familial, mais social, parce qu'il s'appelle Clark Kent, en fait. Et donc, il se fait vanner Et donc il va les défoncer. et voilà. On avait dit qu'on spoilait pas. Moi je suis un peu comme Marvel, j'ai pas du tout aimé ce titre, dont j'entendais beaucoup de bien, et je suis pas du tout rentré dedans. J'aurais trouvé ça hyper intéressant d'avoir le mec qui s'appelle Clark Kent, qui est obligé de vivre dans l'ombre du personnage et qui reste dans cette position humaine. Pourquoi est-ce qu'on a besoin d'arriver à un truc où forcément il a des pouvoirs et tout? Je trouve pas ça. Enfin, je passe complètement à côté en fait. Je vois des critiques dithyrambiques sur ce truc-là et ça me laisse froid. Je l'ai chopé quand il a été réédité par Urban. Il y a une petite année maintenant. Et ouais, je passe complètement à côté. Donc pour moi, il se retrouve pas bien classé, lui non plus dans le titre. Ça commence mal. Moi, j'ai bien aimé le côté réaliste du bouquin, puisque à un moment, il est traqué. Alors, je me souviens plus parce que je l'ai pas lu, mais il est traqué, je crois, par l'armée, qui veulent savoir pourquoi il a ses pouvoirs. J'ai trouvé que le personnage était bien représenté dans son école. C'était ni exagéré, ni caricatural. Donc, moi, en plus, il date de quand? 2004. C'était à l'époque où Kurt Busiek était vraiment en forme. Il avait repris les Vengeurs et tout. Non, je pense que c'est du bon Kurt Busiek et c'est du bon Superman. Ok, et je vais venir foutre la merde parce que moi j'ai beaucoup aimé. Graphiquement, mais bon, ça après c'est subjectif, ce côté un peu photoréaliste et inspiré, j'ai bien accroché parce que je trouvais justement que ça se prêtait bien à l'ambiance. Et l'histoire, c'est une très jolie histoire, très bien écrite pour le coup. L'évolution de l'histoire est hyper touchante. Et, et du coup, ça colle vachement bien au personnage de base de Superman, sachant que je suis pas forcément ultra fan de Superman dans cette version-là, donc la version pré-New 52. Mais voilà, pour autant, ça fonctionne parce que si tu prends le point de départ, le gamin est fan de Superman, il s'appelle Clark Kent, ça le fait chier, et voilà, parce qu'il se fait vanner, mais à côté de ça, il lit quand même les bouquins et il est fan du personnage et de ce que le personnage représente et des valeurs qu'il défend. Et puis petit à petit, comme il va se retrouver avec ses pouvoirs qui se réveillent, qu'est-ce que j'en fais? Et il se calque un petit peu sur ce modèle-là, et puis du coup, voilà, l'histoire évolue, mais ça se passe pas forcément comme il l'attendait, il s'en démerde, enfin voilà. Et j'ai trouvé ça à la fois très réaliste et touchant, tout en restant une histoire de super-héros, bien que différente de ce qu'on en lit d'habitude, mais j'ai vraiment aimé. Moi, j'ai vraiment aimé. Et donc tu le mettrais où dans le top? Là, par contre, je serais embêté. Je le mettrais. Je le mettrais à la place de Red Son. Je le mettrais en 5. Ah ouais? Ah ouais. Je vais te suivre parce que moi, j'étais prêt à le mettre au-dessus de Old Man Logan. Bon, moi, comme le truc m'éclate pas, mais que il a quand même une bonne presse, je le mettrais plutôt dans la partie du top des trucs que j'ai pas envie typiquement de relire. Et donc, pour moi, il serait en 8ème position, tu vois, après All New Thor, par exemple. 8ème, c'est dur! Ouais, c'est l'envie qu'on a de relire les titres, tu vois. Enfin, je passe vraiment. Ah oui, non, tout à fait. Ça reste ton avis, aussi pourri soit-il, mais ouais, alors du coup, ouais. On coupe la poire en deux, on le met en 6ème. Après Red Son, avant Earth 2. Et ben voilà, il vient de trouver sa place. Allez. Allez, nickel. Je vous la laisse celle-là. C'est cadeau, c'est la première. Voilà, c'est ça. Voilà, donc on entend Philou qui Ouais, j'en ai 15 secondes, ça je couperai. Hein. s'est monté, ouais. Oui, Mars, si t'es pas au courant, je vais faire des coupes. Ça, je le laisse. Troisième titre de la liste d'hérétiques, un titre de 2005, Le Punisher La Fin. Hérétique à marquer parce que fuck it, c'est Garth Ennis et Richard Corben. Et bah carrément parce que c'est Ennis et Corben. Je l'ai pas relu depuis. Je l'ai acheté parce que c'était Corben. Je trouvais ça hyper cool, hyper couillu. Bon, des fins de super-héros, on en a eu plein depuis. Je vais pas être hyper précis sur ce titre parce que j'ai pas dû le lire depuis au moins tout ça. Mais ouais, c'est moi j'ai un hyper bon souvenir de ce titre-là. Du coup, là il est dans les 5 premiers du classement tel qu'il est aujourd'hui. Aïe, je vois le visage de Mister Yanda qui se décompose, qui voit...
Il y a trop de Superman là, en place 5, en place 6. Ah oui, non, bien sûr, ça manque de Punisher ici, non? Attends, Yanda, avant que tu commences à tomber en PLS, quand je l'ai vu dans la liste, j'ai pris le bouquin, j'ai commencé à le feuilleter, et j'ai pas pu m'empêcher de le lire. Il est vraiment excellent. C'est le Punisher à son top, et ça se passe dans un monde après des explosions atomiques, c'est-à-dire l'homme a pété un câble et a tout fait péter. Et c'est pas une espèce de Mad Max où il est avec une voiture, des flingues, des rayons laser et tout ce que tu veux. C'est vraiment le Punisher, il a 2-3 armes. C'est ça là. Et il se promène dans ce monde apocalyptique. Et il va s'occuper des vrais méchants. C'est fini les petits dealers, les vendeurs de drogue et compagnie. Non, cette fois-ci, il va s'occuper des vrais sales types. Les mecs qui ont mis cette planète dans cette situation. Et c'est vraiment excellent. C'est rebelle, c'est subversif, c'est tout ce que tu veux. Ah, tu me l'as bien vendu. Tu me l'as bien vendu. Ah, j'espère bien. Marv, tu l'as lu ou pas? Non, du coup, j'ai pas eu le temps de le lire encore celui-ci, malheureusement. Je le rajoute donc à la liste des comics qu'il faut que je prête à Marvel. Ouais, c'est ça. Je voulais commencer déjà par me racheter la saga de Garth Ennis et Steve Dillon qui sont ressortis là en Marvel Icons. Avant de me taper ça, parce que je me disais que ça pourrait être une suite. Mais en fait, c'est juste un one-shot un peu à la Old Man Logan. Oui, c'est pas lié, ouais. Il n'y a pas besoin de lire du Punisher pour comprendre Punisher à la fin. Pas du tout, pas du tout. Pour moi, il est entre Allman Logan et Red Son, dans ces eaux-là. Ah bah ça me va bien, ça me va très bien. Il est très très bien là-haut, dans les 5 premiers. Merci Hérétique pour sa liste. On enchaîne directement avec une deuxième liste. Eh bien, c'est parti pour une nouvelle liste. Je propose de tourner la roue des listes afin de choisir la nouvelle liste qui sera sélectionnée par Rétrophile. Alors, la roue a décidé que ce serait Joker73, qui a appelé sa liste Eyes Feel Good. Eyes, les yeux, Feel, comme Rétrophile, et Good, ben bon. Parce que, il me dit, j'ai pris des comics que je trouve magnifiques, graphiquement parlant. Et on commence avec un titre de 1996, Kingdom Come, de Mark Waid et Alex Ross. Excellent. Graphiquement, le style d'Alex Ross, c'est parfaitement adapté à l'histoire, sachant qu'il a mis un petit peu son nez également dans l'écriture du scénario avec Mark Waid. Et l'histoire est géniale. Preuve en est que, au départ, placé comme un récit hors continuité, ça a fini par atterrir que la terre où l'histoire de Kingdom Come se passe est devenue une terre du multiverse. Donc voilà, c'est un récit qui a marqué et qui dénotait beaucoup aussi à l'époque où c'est sorti, parce que à ce moment-là, on était très dans le sombre, les histoires adultes, dures, Superman était mort, etc., etc. Et comme et Wade et Ross sont beaucoup plus intéressés et passionnés par les super-héros lumineux et avec de belles valeurs, voilà, il y a en plus de ça, au-delà de l'histoire en elle-même, qui est absolument géniale, il y a tout un sous-texte par rapport au contexte de publication et c'est très 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 bien. Et en plus de ça, graphiquement, ça fourmille de références et de clins d'œil et de dédicaces, si on peut dire, à tout l'univers DC, à l'histoire DC. Voilà, c'est très 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 bien. Et bien pour surenchérir, j'ai envie de dire Kingdom Come, c'est la branlée. Hein. C'est effectivement, tu parles du contexte édito quand c'est sorti, ça explique aussi voilà, pourquoi est-ce que les super-héros iconiques et lumineux de DC continuent à avoir leur place alors qu'on était dans une période où on avait des héros dark, très violents et tout machin. Ça déringardise l'ancienne garde. C'est, parmi les trouvailles graphiques, il y a un Flash qui est juste incroyable. Enfin, c'est-à-dire que Flash est flou pendant toute la BD parce qu'il va trop vite et que donc on n'arrive pas à le voir. Enfin, il y a ce genre de petites astuces et de petites trouvailles et c'est le moment où en plus Alex Ross avait de l'or dans les doigts et des choses à dire puisqu'il sort Earth 6 chez Marvel quasiment au même moment. Je vais être dithyrambique sur ce titre et pour moi il a sa place en première position du classement tel qu'il est aujourd'hui. Alors moi je mettrais juste un petit bémol, c'est que je l'ai lu après avoir lu une autre saga d'Alex Ross chez Marvel, qui s'appelle Marvels. Et autant sur Marvels, qui revient sur les origines de l'univers Marvel, j'ai compris l'intérêt de mettre Alex Ross au dessin, parce qu'il y a ce côté photographique, figé et compagnie.
Autant sur Kingdom Come, étant donné que j'ai lu après, je me suis dit pourquoi ils ont foutu Alex Ross, ils auraient pu mettre n'importe qui en fait. Ah bah tu vois, je trouve que sans Ross, Kingdom Come n'aurait pas eu l'impact et le succès qu'il a eu. Parce que son style participe à justement ce côté ultra charismatique et vraiment imposant des personnages et de toute l'ambiance de l'histoire. C'est ce côté peinture messianique et christique qui justement par rapport à l'histoire du Kingdom Come c'est la combinaison et l'alchimie parfaite. Non, et puis il fallait que tu aies quelqu'un qui fasse quand même un style photoréaliste pour donner un peu d'épaisseur à des super-héros vieillissants. C'est-à-dire que on n'a pas juste pris Wonder Woman et en disant bon bah voilà elle est vieille. C'est vraiment le personnage avec des traits un peu vieillis. Les plans de Superman sont ouf. La carrière de Superman est impressionnante. Tu sais, on dirait qu'il a vieilli et grossi. Il a vieilli et grossi en même temps, quoi. Ouais, c'est ça. Comme moi. Sauf que lui, ça reste vers le haut, tu vois. Le haut du ventre. Après, tous les personnages sont ouf, quoi. Le Shazam est mortel. Le Batman dans son armure parce qu'il est tout cassé de partout. Un petit clin d'œil à Miller encore, et au vieillissement des persos. Aïe aïe aïe. La branlée. Et par contre, je le mettrais en numéro 2, moi je le mettrais pas en numéro 1. Pour moi, ça reste quand même en dessous, mais c'est plus au niveau impact historique que Crysis. Mais un excellent numéro 2 sans aucun problème. Ah bah je l'aurais mis en numéro 3, donc... Rien que pour le dessin d'Alex Ross, déjà, ouais, claque. Mais non, puis l'histoire, c'est quand même les super-héros DC tels qu'on les connaît se sont retirés parce qu'il y a une nouvelle génération de héros qui est arrivée, qui est plus proactive, plus violente, qui font des combats en ville avec des méchants. Finalement, il y a autant de destruction de la part des good guys que des bad guys. Parce qu'ils se considèrent supérieurs aux humains, en fait. C'est ça, et qu'ils les regardent de haut. Et du coup... Wonder Woman va aller chercher Superman pour essayer de reformer une alliance qui va remettre un peu d'ordre dans tout ça, quoi. Et par rapport à ce qui se passait dans les comics à ce moment-là, on est quelques années avant le Stormwatch de Warren Ellis et The Authority par exemple. C'est en plus précurseur de ce qui va se passer dans les 5-6 ans d'après dans les comics, quoi. Non, c'est de la bonne cam. Ouais, mais est-ce que c'est pas justement c'est l'époque où sortait The Authority, tout ça, où c'était du renouveau. Maintenant, si tu lis ça en 2017, est-ce que vous le metteriez toujours numéro 1 ou numéro 2 dans le classement ? Alors, ce que je propose, on va lire ce comics, restez avec nous. Ouais, moi numéro 2 encore aujourd'hui parce que effectivement, même si le contexte est plus le même au niveau de la publication, l'histoire est géniale. De par les valeurs que présente l'histoire, ça fonctionne hyper bien et c'est génial. C'est vraiment génial. Donc Matt premier, Yanda deuxième, moi je le mets en troisième. Marvel, si j'ai bien compris, te le mettrait encore un peu plus bas. On reste en deuxième position. Ça fait une moyenne. Ah deuxième. Sinon on l'appelle la mort de Kingdom Come et puis comme ça fait à la fois les deux. Et c'est bien. Voilà. Là vous me faites plaisir. Donc son deuxième titre de Joker 73 c'était Superman Identité secrète, on va pas revenir dessus. Et troisième titre, un titre de 2010, Batwoman de J.H. Williams III et W. Hayden Blackman. C'est compliqué. Si tu veux le faire bien, c'est J.H. Williams III. J'ai dit quoi ? 3. T'as dit 3, c'est The Third, le troisième. 3 ? Ok. Allez, c'est bon. Et sinon, il y a du Marvel un jour ou Ah, ça arrive, ne t'inquiète pas. Il y a égalité, j'ai compté, il y a égalité Marvel DC. À quelque chose près. C'est beau. Et donc ce Batwoman, tout le monde s'en branle. Batwoman Hydrologie. Moi j'ai pas lu. Eligi. Alors c'est. Comment ? Eligi le premier, non ? Oui, Eligi, pardon. Eligi, exactement. Oui, Hydrologie, c'est la série New 52. Excusez-moi, mon bon Matt. Alors, j'ai une petite faiblesse avec Batwoman. J'aime beaucoup le perso qui était apparu quelques années avant. Et là, c'est la première, si je dis pas de bêtises, mini-série à ce moment-là, solo du personnage. Et c'est très bon aussi. C'est très bon visuellement parce que J.H. Williams III fait une composition qui est absolument sublime et qui, en plus de ça,
donne une identité hyper forte au titre parce que on ne trouve ça que sur Batwoman. Et en plus de ça, ça fonctionne hyper bien avec le personnage. L'histoire est une bonne histoire sans être révolutionnaire. Les personnages sont intéressants, aussi bien Batwoman. Alors Batwoman est très intéressante de par son étiquette et son statut de personnage LGBT et qui est pour le coup, on en parlait très rapidement dans l'épisode précédent. À la différence de Earth 2, ce qui toi t'avait beaucoup dérangé, Phil, l'aspect, le côté homosexuel du personnage est quelque chose d'important, mais très bien traité. C'est-à-dire que c'est pas quelque chose qui est appuyé constamment en disant regardez, c'est un personnage homo. Non, ça fait partie du personnage bien sûr, mais c'est très très bien traité et c'est une caractéristique importante pour le personnage parce que c'est ce qui a engendré que plus tard elle devienne Batwoman, puisqu'en gros c'est une ancienne militaire et son homosexualité est découverte par ses supérieurs et son supérieur lui dit c'est bien simple, tu me dis que c'était un accident et que ça ne se reproduira plus jamais et tu peux rester avec nous, et elle lui dit non, je suis un bon soldat ne ment pas, donc non, je mentirai pas, et elle se barre et quelques années plus tard elle va décider d'endosser le personnage de Batwoman. Je vous la fais courte, mais voilà. Et le méchant de cette histoire-là a un côté un peu jokerisant pour Batman, c'est vrai, mais à côté de ça, ça marche bien parce que on a un côté très Lewis Carroll par rapport au personnage, voulu ou pas par les auteurs, ça je saurais pas vous dire, mais voilà, ça fonctionne bien avec l'ambiance générale du titre. C'est un très bon titre. Pour moi, c'est un très bon titre pour les raisons que tu as évoquées. L'histoire est un peu classique, le personnage est mortel, son entourage aussi est mortel. Graphiquement, ça tue. Le côté Lewis Carroll, on va pas spoiler, mais le terme est bien trouvé, mon petit. N'est-ce pas, hein N'est-ce pas, dédicace à Ben si tu l'as pas lu. Voilà. Après, je sais pas trop quoi en faire de ce titre. Qui est hyper cool, qui est une vraie œuvre d'auteur en plus, puisque c'est lancé avant les New 52 et ça persiste dans la même direction malgré le reboot. Puis il y a plein de côtés rigolos, elle n'est pas du tout adoubée par Batman et tout, et donc elle doit, même quand elle devient Batwoman, voilà, elle est encore une fois pas à sa place et elle doit faire ses preuves et tout ce genre de choses. Il y a plein de choses intéressantes voilà. Après, ça en fera pas le comics de ouf des années qui viennent. Et donc pour moi, on se retrouve au niveau de Superman Identité secrète, en 8ème position du top. Avec les filles à la fin, là, Supergirl, Harley Quinn, Wolverine, X-23, on la met avec les filles tout à la fin, c'est ça? Voilà. Il y a deux tops en fait, top mec, top fille, d'accord, très bien. 8ème place donc. Ah, devant Superman? Ouais. À la place d'Identité secrète, ouais, 8ème, et du coup Identité secrète passe 9ème. Ça marche. Phil, il va faire 3 émissions, et après il va dire oh, c'était une idée de merde, je me casse. Il est d'accord avec rien dans les classements. Et donc on est reparti pour une nouvelle liste. Phil, qui est donc le nom de notre guest mystère qui nous a proposé cette belle liste? C'est un ami fidèle à Yanda et moi, c'est les comics de Jérém qu'on a rencontré à Lyon, qui est vraiment sympa. Qui est hyper sympa. Oui, très sympa. Oui, rencontré également à Lyon, très sympa. Son premier titre, il date de 2013, et c'est Injustice de Tom Taylor et plein de dessinateurs. On va se concentrer sur la première année pour éviter de s'éparpiller. Non, on peut y aller jusqu'à l'année 4, hein, deuxième partie. Je suis chaud, moi. Je suis chaud. Comme ça, on évitera les spoilers au moins. Alors, je le lis rarement du DC, comme beaucoup le savent. Mais alors ça, Injustice, moi, je suis tombé amoureux. Tu peux redécouvrir tous les personnages de l'univers DC. Là, en ce moment, enfin, ils sont à la 4e année, deuxième partie, chez Urban, publié en France. J'accroche toujours autant. Hein. C'est mortel, absolument mortel. Je la conseille à tout le monde. Je suis plutôt parti sur les chapeaux de roue moi avec cette série, dans le sens où je trouve que globalement, quand on lit beaucoup de comics Marvel et DC depuis longtemps, un peu comme nous, on finit par être limité par les enjeux, parce que le gentil se bagarre contre le méchant historique, et tu sais qu'à la fin, il y a une sorte de retour au statu quo, parce que on peut pas se débarrasser de personnages comme Lex Luthor, comme le Joker, comme le Bouffon Vert et tout machin. Du coup, voilà, ça manque peut-être un peu d'enjeu. Et le début de Injustice fait que tu comprends que tous les coups sont permis.
C'est-à-dire que le Joker tue un personnage principal, Superman finit par tuer des méchants, enfin c'est... Du coup, voilà, il peut se passer des choses. Et tu te retrouves dans un truc où il va y avoir des surprises. Et la première année de Injustice, pour ce coup-là, objectivement, est pas très jolie graphiquement. Mais par contre, c'est hyper intéressant et jubilatoire à lire parce que voilà, on est libéré en fait des contraintes éditoriales. Je trouve que là, au 8e livre, la série s'essouffle un peu. Et notamment, les cycles, à chaque fois, ont un thème. Il y a un thème sur l'année 1, un thème sur l'année 2, un thème sur l'année 3, un thème sur l'année 4. Et à chaque fois, il y a de la résolution comme ça. Donc souvent, les thèmes impairs, c'est l'installation... les tomes impairs, c'est l'installation du thème de l'année. Et les tomes pairs, c'est la résolution du thème. Donc voilà. Mais je vais de surprise en surprise, notamment dans les tomes impairs. Et ça reste une lecture. Alors, ça s'est très très bien vendu. Et peut-être un peu trop, il y a un vrai engouement autour de cette série, mais à lire, étant donné qu'il n'y a pas de limite, ça reste un vrai délire de fan et ça reste jubilatoire. Alors pour ma part, comme on reste centré sur le tome 1, c'est bien parce que ça permet d'éviter ce qui est ce dont tu as parlé rapidement, Matt. Le point faible peut-être de la série sur la longueur, c'est ce schéma narratif qui se répète par année, c'est vrai, mais comme on parle uniquement de l'année 1, Tom Taylor sur le titre fait un truc de ouf. D'ailleurs, c'est lui qui a écrit Earth 2 après James Robinson, donc à partir du tome 2, mon petit filou. Je savais pas. Mais du coup, par rapport à Earth 2, qui est une réécriture et une nouvelle version des personnages, là, Tom Taylor a une carte blanche absolue sur l'univers, sur les personnages, sur l'évolution de son histoire, et il y va vraiment pas avec le dos de la cuillère. Il y va à fond et c'est absolument génial. Aussi bien, comme disait Marv, pour quelqu'un qui lit pas de comics et qui va commencer à lire ça, où tu connais même pas forcément DC, et tu vas lire et tu vas quand même arriver à comprendre et tu vas découvrir des trucs. Aussi bien un vieux briscard de l'univers DC qui connaît toutes les continuités sur le bout des doigts et tous les multivers, toutes les terres du multivers sur le bout des doigts. Bah, tu vas quand même découvrir des choses parce que c'est une nouvelle version et c'est des nouveaux trucs. Et en plus de ça, c'est des nouveaux trucs vachement bien. Donc le tome 1 est une bonne grosse claque. Après, oui, graphiquement, c'est en grosse dents de scie. Tu sens que c'est la série qui avait été faite pour suivre en fait la sortie du jeu vidéo et où souvent les adaptations comme ça de produits, enfin la BD du film, la BD du jeu vidéo, ces trucs-là, c'est rarement mortel quoi. Et peut-être que DC s'est fait dépasser par la qualité de son produit aussi. C'est pour ça qu'ils n'avaient pas mis de thunes sur les dessinateurs au début. Alors oui, bah sachant que t'as une bonne partie des dessinateurs qui sont tout le temps les mêmes, qui reviennent pas mal. Le truc après, c'est que c'est lié aussi au rythme de la série, qui est une série digitale, et qui du coup sort un épisode, alors qu'il représente 3-4 pages dans le bouquin, c'est un épisode par semaine. Donc c'est un rythme quand même assez intense. Moi, tu vois, c'est ça que j'adore. La façon dont Mister Yonda a de me montrer que je me suis trompé sans jamais dire non mais je vais vous contredire mon petit Matt, et du coup d'accompagner le propos pour corriger mes erreurs, je trouve ça formidable. Mais après par contre, là où je suis d'accord avec toi, c'est sur le... Putain, je fais mon Emmanuel Macron quoi. Je suis d'accord avec vous, mais le côté série adaptée, on a eu un exemple à peu près au même moment qu'Injustice, ou assez proche, avec Mortal Kombat, qui avait été annoncé par Urban et qui au final n'est jamais sorti et qui ne sortira jamais parce que le truc est une bouse sans nom, mais qui était sorti au même moment que le jeu vidéo Mortal Kombat X, et voilà, et c'est une bouse absolue. Ben, à côté de ça, Injustice, c'est tout l'inverse. Ce que j'aime bien sur ce titre, c'est qu'ils ont aussi découpé en plusieurs petits chapitres, vu que c'était digital à la base, et ce qui fait que tu n'as jamais une perte de rythme. Ça va tout le temps à fond les ballons, au moins la première année, et ceux qui n'ont pas d'argent d'ailleurs, ils peuvent se payer juste la première année, ils peuvent s'arrêter à la fin, ça se finit genre à suivre, mais on peut se satisfaire de cette fin, et pour ceux qui n'ont pas envie de se lancer dans un run ça fait acheter quand même 8 bouquins à 15 €. En tout, il y en aura 10 puisqu'il y a 5 années, ouais. Et ben juste avec 2 bouquins, vous pouvez avoir une histoire fantastique avec un vrai Superman contre Batman cette fois-ci. Avec des rebondissements, de la bagarre. Moi, ce que j'aime bien, c'est que celui qui veut découvrir l'univers d'ici, enfin surtout les personnages de l'univers d'ici
dans sa quasi-globalité, si tu lis Injustice, tu peux découvrir quasiment tous les personnages qui tournent autour de l'univers d'ici. Je connais, pardon, grosso modo les personnages, mais au final, il y en a que je connaissais pas, et j'ai pas du tout été perdu en les découvrant dans cette série. Et je trouve ça vraiment bien fait, bien amené, et vraiment cool, du coup. Et du coup, tu le mettrais où dans le top? Je le mettrais vraiment en top parce que la série ne s'essouffle pas. Et rien que pour. Enfin, déjà c'est top. Et parce que la série ne s'essouffle pas, je le mettrais vraiment. Presque même avant le Man Logan. Je le mettrais avant Batman, un deuil dans la famille. Ouais. Ouais, moi je le vois très haut aussi parce que c'est typiquement de la BD qui est faite pour les vieux comme moi. Tu sais, les mecs qui ont tout vu, les mecs blasés et tout. Là, à chaque fois, c'est du bonheur pur, quoi. C'est du bonheur pur. C'est rare de se faire, au bout de 30 ans de lecture, c'est rare de se faire surprendre. Et là, waouh, à chaque fois que tu tournes la page, tu te dis, mais qu'est-ce qui va se passer? De se faire surprendre dans l'univers classique. Oui. Il y a beaucoup de choses qui peuvent te surprendre. C'est rare de se faire surprendre chez Marvel et DC. Donc moi, je le verrai devant Batman. Je le mettrai quatrième, moi. Bah, vous êtes gentil, hein. Attends, Yanda va baisser le titre. Ouais, c'est un truc de ouf. Non, mais parce qu'en fait, je le descendrais d'un cran, en fait. Je garderais Batman, un deuil dans la famille, au-dessus pour les dessins, en fait. Qui sont particulièrement sur l'année 1, et si on se focalise sur l'année 1, ah oui, c'est vrai. C'est quand même... c'est vrai. C'est pas foufou, quoi. Alors j'ai mis longtemps moi à l'acheter Injustice parce que tu en avais parlé dans une de tes vidéos Yanda et tu avais dit que le changement de dessinateur était vraiment pénalisant et quand je l'ai acheté finalement ça passe crème. Moi ça m'a pas gêné. En fait, c'est pas tant le changement de dessinateur qui est gênant, parce que c'est toujours le cas tout au long du truc, mais c'est que tu vas avoir d'une page à l'autre deux artistes qui ont un style hyper différent. Et ça arrive à certains cas, pas tout le temps, mais certains passages, où tu es sur une même scène, quand tu tournes la page, et le personnage a plus du tout la même tronche. Et c'est vrai que mais ça, c'est typique, c'est vraiment spécifique à l'année 1. Tu l'as beaucoup moins sur les années suivantes, parce que ils ont un petit peu réduit les dessinateurs, et je sais pas si c'est fait exprès ou pas, mais il y a une cohérence artistique qui est plus prononcée pour moi sur les tomes suivants. Donc si on se focalise sur le tome 1, puisque si j'ai bien compris les règles du jeu, il s'agit de se focaliser sur le premier tome, bon là en l'occurrence la première année de la série, je le mettrais moi en 5. Bon moi je veux bien. Parce que c'est le tome 1. Mais si on devait choisir sur une série qui ne s'essouffle pas, je le mettrais limite en 1, moi. Au-dessus de Man Logan, quand même. Parce que il va falloir se détendre un petit peu. Hein. Moi je dis 4. Yanda, tu dis combien toi? Moi je dis 5, et a priori Matt et Marv disent 6. Et donc la moyenne ça ferait? Ça ferait 5,5. Ouais, et puis c'est surtout que ça ferait 6, puisque Matt et Marv sont à 2 voix pour le 6, donc en l'occurrence... Eh ben on le met en 6ème position. Allez. Bravo messieurs. Juste derrière le Man Logan. Bon bah c'est Matt qui est content donc. Matt a gagné. Ah, pour une fois que je gagne quelque chose dans ce top. Allez, on continue la liste de Jérém avec un deuxième titre qui date de 2012. C'est Dark Avengers de Bendis et Deodato. Voilà. Oh, c'est pas le meilleur c'est compliqué, de chez Marvel tout de même. C'est sympa, mais moi je vous dis direct, vous pouvez le mettre à la fin sans problème. Et Dark Avengers, le fait que les Vengeurs soient remplacés par leurs homologues méchants, on va dire, genre il y avait qui? Il y avait Daken. Il y avait Daken qui était en Wolverine, il y avait le Scorpion qui avait pris le symbiote, donc qui faisait Spider-Man. Tu avais Bullseye qui était Hawkeye. Moonstone pour Captain Marvel. Tu avais Sentry. Et puis... Iron Patriot. Ah oui, avec Osborn. Ouais. Ah, et puis Iron Patriot, Norman Osborn. L'idée intéressante, après, je l'aurais pas amené en série comme ça, moi, chez Marvel. Parce que là, c'est parce qu'il n'y a plus de héros après Secret Invasion et puis Civil War que, du coup, Norman Osborn en a profité et crée les Dark Avengers. Je sais pas, j'ai trouvé ça... Ils auraient pu amener ça mieux. Je trouve que la série, elle souffre de son placement dans la continuité. En fait, c'est le moment où les séries Marvel, ça devient vraiment le bordel. Où il y a les New Avengers, où il y a les Mighty aussi, à ce moment-là.
il y a les Dark Avengers, on est entre deux crossovers, et là du coup la dynamique avait été installée avec les New Avengers de Bendis, dont les premiers tomes sont très sympas, hein. Oui, j'ai dit du bien de Bendis. Du coup, voilà, le truc pêche un peu parce que t'es un peu perdu dans qu'est-ce que cette série fout là, comment on arrive là et tout machin. Du coup, ça reste une bonne série. Elle est sortie en deluxe, c'est joli, c'est hyper bien dessiné, machin, tout ça. Voilà, ça révolutionnera pas vos lectures comics. Et pour comprendre ce qui se passe dedans, vous avez intérêt à vous être fadé la majeure partie des titres Avengers des 3-4 années précédentes. Voilà, c'est ça que je reproche. L'idée est bonne, mais ils auraient dû la développer, je sais pas, en one shot ou. Moi, pour l'avoir lu à l'époque, tu sais, dans la continuité des sorties kiosques et puis des events qui arrivaient, mais pleine balle. T'avais un event tous les 6 mois à ce moment-là chez Marvel. Tu sortais de World War Hulk, de Civil War, de Secret Invasion, tu tapes Dark Avengers, tout s'enchaînait hyper rapidement. T'avais tout Dark Age, au final, j'ai été gavé et dépassé par. Alors, le lire tout seul en deluxe. Et le prendre, je pense que ouais, tu te dis ah c'est cool, il y a une bonne idée, mais à l'époque le fait d'avoir bouffé tout ça d'un coup, bah c'était trop en fait. Bah, je trouvais que justement c'était une bonne respiration. On venait de finir, c'était quoi, Secret Invasion, c'était du bourrinage. On allait enchaîner avec Siège, c'était du bourrinage. Et ben là, il y avait une petite zone de respiration dans l'univers Marvel et c'était pas plus mal. Tu veux pas dire que Siège c'est du bourrinage quand il y a eu que 4 kiosques? Non, du bourrinage, je parle l'histoire. C'était complètement bourrin, Siège. La façon dont Norman Osborn tombe de son piédestal, c'était facile. C'est vraiment du bourrinage. Ils ont pris tous les héros Marvel, ils ont fait on va lui casser la gueule. Ça s'est terminé comme ça, quoi. Ah oui, ouais. Donc vous le mettez où, les gars? Parce que moi je l'aurais mis forcément devant Earth 2 en 10e position. 11e. 11e. Ah oui, j'ai sauté un numéro, exact. Moi, il est dans cette partie-là du truc aussi, ouais, parce qu'il est plus joli que Earth 2, mais ouais, pour moi, c'est un classement qui est dans ce secteur-là. Ouais, moi, ça me va aussi. Oh, j'ai fait baisser Earth 2, je suis content. On continue avec le dernier titre de Jérém, c'est un titre de 2016, The Unbelievable Gwenpool de Hastings et Gurihiru. Je sais pas comment ça se prononce. À tes souhaits. Merci. Et c'est un truc que je n'ai pas lu parce que les comics ça coûte de l'argent et quand je vois marqué Unbelievable Gwenpool, j'ai pas envie d'acheter. Alors, je peux commencer? Matt, j'adore. Je suis chaud. Fais caca. Alors moi je pense que vous savez comment je suis gavé d'entendre Deadpool. Et puis là, il faut revenir Gwen Stacy dans un costume de tisseur, de super-héros. Et là, la fusion, oh là là, Gwen Stacy, Deadpool. J'ai fait, mais ils sont partis où Marvel, quoi? Ils ont que ça à foutre, quoi. Ils ont plus d'idées, c'est pas possible. Enfin, ils pensent qu'au fric ou quoi. Et quand j'avais vu ça, j'ai fait, mais ils sont complètement tarés. Ça va être de la merde, c'est sûr et certain. J'ai pris le tome 1 quand même, par curiosité. Je l'ai lu et j'ai passé un bon moment. Alors que j'en ai marre de Deadpool, mais à un point non-retour, clairement. Je peux plus lire le Deadpool, ça me gave, ça me gonfle, ce personnage me gonfle. Et ben, Gwenpool, pour le coup, j'étais agréablement surpris. C'est une lectrice de notre terre à nous qui se retrouve dans l'univers Marvel, donc elle connaît les personnages et tout, et ça, elle se fait kiffer et elle prend un costume. C'est complètement méta comme comics, et du coup pour la vie je suis complètement d'accord avec Alex, c'est la même histoire. Je suis saoulé de Deadpool et tout, le côté Gwenpool machin, et puis on a tous connu ça, le voyage en train qui s'éternise et qui tourne mal et tu finis au relayage, tu as acheté le premier truc qui traîne, et donc j'ai pris ça, et pareil, c'est hyper cool, c'est la bonne surprise quoi. Et je sais plus de quoi ça parle, objectivement, mais je l'ai lu, j'étais surpris d'avoir passé un bon moment, voilà, et je l'ai lu à l'aller et au retour pour le coup. Et ouais, c'est hyper cool. Moi j'ai trouvé ça beaucoup mieux amené que Deadpool déjà. Étonnamment, c'est du nouveau, pourtant ils ont rien inventé. Fusionner Gwen avec Deadpool, c'est pas ouf, mais c'est bien, vraiment c'est bien. Mais après elle rencontre Howard le Canard, tu sais, ça reste dans le côté... Howard le Canard. Tu me le vendais bien jusqu'à maintenant. Et alors là, t'as tout cassé. Non, mais ça reste dans le côté Marvel comique qu'ils sont en train de faire en ce moment, avec la nouvelle série Howard le Canard, tu sais, il y a Squirrel Girl, et ben Gwenpool rentre là-dedans, et c'est plutôt fun, et tu passes un bon moment, tu passes une bonne lecture. Moi, je le mets 10e dans le classement, parce que je préfère lire ça que Superman Identité Secrète. Ah bon?
Ah ouais, tonton. Ah bon? On peut se bagarrer si vous voulez. On peut le mettre avant Earth 2, hein. Je sais que Phil va être d'accord comme ça. Non, je le mettrais au même niveau qu'Harley Quinn. Ah, c'est pas la même place. Hein. C'est bas hein, quand même. Harley Quinn, elle est 15e sur 17 là. C'est bas. Ouais, à peu près par là, moi. Je vais pas me battre, mais ouais, après Identité secrète, je dirais. Phil, il va se foutre en l'air. Non, non, bah, c'est vous qui décidez, les gars. C'est. Là, je ne peux rien dire, je n'ai pas lu. C'est la démocratie. Moi, je le mettrais après Identité secrète quand même. Parce que ça reste un comics non prise de tête. Il n'y a pas un vrai fond. Donc, alors que Superman, Identité secrète, il y a quand même un vrai fond. C'est cherché, c'est construit. L'auteur qui a fait ça, quand même, il s'est. Voilà, c'était une bonne idée. Là, Gwenpool, ils n'ont pas inventé grand chose non plus. Ah si, Gwenpool, c'est une bonne idée. C'est une bonne idée. C'est pas parce que c'est rigolo que c'est pas une bonne idée. Enfin, oui, c'est vrai. Non, après Identité secrète. Oui, Matt, je suis d'accord avec vous, mais on fait comme j'ai dit. Comme tu veux, Matt. Vas-y. Allez, tu veux le mettre avant, Matt? Ouais, moi je le mettrais 10e quand même. Allez, bon bah vas-y. Allez. Mais, là vous le faites pour me faire plaisir, mais c'est pas l'aura du chroniqueur qui doit décider de la place du comics, tu vois, a priori. Je suis le seul à pas avoir aimé Identité secrète, donc s'il fallait être un peu plus équitable et légitime, oui, on aurait Identité secrète, Gwenpool et Dark Avengers, dans ce sens-là. Allez, je vous le cède, 11. Putain, j'ai tout changé, tu fais chier. Mais tu peux rechanger, c'est un fichier. Tu l'as pas fait sur des fiches Bristol, non? Tu ne dois pas mettre du Tipex sur ton top. Tu peux faire CTRL-Z. Je suis obligé de tout retaper maintenant, avec ma machine à écrire. Allez, on continue avec la liste de Hodahesu, je sais pas comment ça se prononce. Sa liste s'appelle Mes Doudous Comics. Son premier titre, il date de 1982, c'est Captain Britain, La fin du monde, de Alan Moore et Alan Davis. Bah, très très bon. Moi, j'ai beaucoup aimé. J'ai pas grand chose à dire dessus, parce que c'est vrai que c'est une vieille lecture. J'avais bien aimé, vraiment. Parenthèse, juste un truc, ça sort chez Marvel UK, et du coup, on peut garder celui-là et pas Miracle Man? Hashtag fou la merde. Eh ben oui, mais ça fait partie de l'univers Marvel. Hashtag, je veux pas, mais quand même. Ouais, si, ça fait partie de l'univers Marvel. Hein. Ah ouais, c'est canonique. C'est canonique depuis Excalibur, mais c'est du Marvel UK si tu prends ce tome-là, par exemple. Bon, alors qu'est-ce qu'on fait? On le garde, Captain Britain, ou pas? Bah oui, parce qu'il fait... Enfin, moi, là, je suis en train de regarder sur Google. Enfin, je le vois avec Captain America, je le vois avec Crâne Rouge. Donc, c'est qu'il fait bien partie de l'univers Marvel. Hein. Ça me va. Si, il fait partie de l'univers Marvel. Qu'est-ce que tu connais à Marvel, de toute façon? Vox Populi. Bon, le problème, c'est que j'ai le même souci que toi, Marvel, c'est que je l'ai lu. Et ça doit pas être le meilleur d'Alan Moore ni le meilleur d'Alan Davis parce que je n'ai aucun souvenir de ce truc. Et je l'ai lu pourtant, et je me souviens comme toi quand je l'ai lu que j'avais trouvé ça sympa. Mais je suis incapable de te dire les enjeux, de te dire si... de te dire qui est-ce qu'il y a dedans, est-ce qu'on croit Spider-Man? Si, il rencontre Merlin et tout. C'est un vrai début de multivers. Ça pose aussi les bases de ce qui est réutilisé dans les premiers arcs de la série Excalibur, dans lequel il y a Captain Britain, et où ils vont explorer plein de terres parallèles et d'incarnations différentes de Captain Britain dans différentes terres. Et c'est du grand Alan Moore ou pas? Ah non, c'est pas du grand Alan Moore. Pour moi, ça porte l'étiquette mal vieilli. Où que c'est que vous mettriez ça dans le classement? Moi, je le mets devant tout. Non, honnêtement, je sais pas. Franchement. Je me rappelle plus vraiment de l'histoire. Hein. Tu vois, c'est que ça m'a pas. Sur le coup, ouais, je trouvais ça bon, mais. Ouais, c'est hyper compliqué à placer puisque. Dans le doute, on va le mettre premier. Moi, je me souviens que j'étais un peu déçu par ce truc-là, puisque j'avais adoré les premiers épisodes justement d'Excalibur et tout ça où il y avait Captain Britain, et je me suis dit reprendre une dose de Britain par Alan Davis et puis écrit par Alan Moore, ça peut être que cool. Moi j'ai un gros problème avec Alan Moore, c'est que la plupart du temps quand je lis des trucs d'Alan Moore, je me sens bête. C'est-à-dire qu'il y a tellement de références et de trucs que je pige rien et que j'ai l'impression de passer à côté de plein de choses, et donc c'est typiquement... je me sens déprécié, tu vois, par rapport à ce type de lecture. C'est pas rassurant pour le lecteur, quoi. Donc tout ça pour dire que je sais pas trop où le foutre. En disant, ouais, c'est quand même du Alan Davis et du Alan Moore. Oui, c'est quand même ce personnage que j'aime bien. Et ça se trouve, c'est bien parce que j'en ai pas de souvenir. Donc, est-ce que ça vaut le coup de le foutre en cul de comète, ou est-ce que ça vaut le coup de le mettre au niveau de Punisher, de Red Son, de Kingdom Come, de tout ça? Je ne sais pas. Ouais, mets-le avant Earth 2.
En cul de comète. J'ai dit en queue de comète, non? En queue de comète? Ah, très bien. C'est pareil, je ne connaissais pas, donc je découvre une expression. Tu vois une comète, c'est une boule avec une flamme derrière. Tout à fait. Bah voilà, donc il y a la comète qui est importante, puis il y a toutes les merdes qui traînent derrière. C'est une expression qui a pas traversé la Loire, visiblement. Non. Et elle est où la queue de comète alors là? Non, mais ouais, vers la fin, parce que ça a mal vieilli, puis c'est pas le meilleur d'Alan Moore, donc... tu sais quoi, mets-le avant-dernier. Alan Moore est donc en queue de comète. Entre X23 et Secret Wars. Ouais. N'oubliez pas que vous pouvez commenter cette émission, laissez-nous vos avis dans les commentaires, expliquez-nous pourquoi on a tort, c'est ça qui est important, puisque c'est le top ultime, parce que forcément on a raison, mais on peut avoir tort. Vous pouvez essayer de nous retrouver aussi pour nous casser la figure. Et donc ça le met en combien? En 18e position? C'est ça. Très bien. Donc sa liste s'appelait Mes Doudous Comics à Odaesu, il va être déçu justement. Non mais les doudous ça se change à un moment, quand ils sont tout miteux et tout les doudous, faut passer à autre chose. Ouais, faut croire. Mais attends, le deuxième titre de 1986, c'est Teen Titans Omega Men, l'heure de la vengeance, par Todd Klein et Eric Larsen. Je ne sais absolument pas ce que c'est. C'est pas des doudous comics, c'est des trucs introuvables quoi. Teen Titan, il a voulu nous caler en fait. Teen Titans Omega Man, Il l'a inventé, ça se trouve. Alors déjà les Omega Men, la publication en France, laisse tomber quoi. J'ai vérifié, ça existe. Hein. Mais Eric Larsen en 86... Là pour le coup il me sèche, hein. Teen Titans Omega Man, c'est sûr, je n'ai jamais lu ce titre-là. Écoute, je viens de le chercher en torrent, visiblement ça n'existe pas. Tu es un menteur, Odesu. Ça me dit rien du tout. Allez, on laisse tomber pour celui-là. Désolé. Désolé, Doudou, là. Allez, on enchaîne avec son troisième doudou qui date de 1985. C'est aussi un doudou pour moi. C'est New Mutants X-Men, Où j'ai laissé mon cœur de Chris Claremont et Arthur Adams. C'est quand les Nouveaux Mutants et les X-Men sont partis à Asgard récupérer Tornade qui s'est fait embobiner par Loki. Non, franchement, c'est une très bonne histoire avec les dessins d'Arthur Adams à l'époque. C'était révolutionnaire 85, mais personne dessinait comme lui. Et Chris Claremont était à son top, les personnages étaient très bien décrits. C'est vraiment du grand X-Men et j'espère que vous l'avez lu parce que je vais pas être objectif du tout sinon. Moi je vais faire partie de la team bot en touche. Hein. Autant Art Adams, tu vois, je suis dégoûté d'être passé à côté parce que Art Adams ça défonce, mais là j'ai pas du tout lu ce truc là quoi. Vous l'avez pas lu celui-là? Eh ben... Non, désolé. Oh putain, il a carte blanche pour placer un truc qu'il a surkiffé, on est dans la merde. Allez, je veux bien descendre jusqu'à la 8e position, mais c'est grand max. Je n'irai pas en dessous. Il n'y a personne pour te modérer, tu peux te faire ta place, il n'y a personne pour... Non mais ça m'ennuie pour vous. Allez, on va le mettre en 8e position. J'ai adoré ce titre, hein, je le mets 8e. C'est quoi cette histoire? Mais oui, parce que je suis pas objectif. Non mais c'est génial. Du tout. C'est vraiment... C'est génial. C'est moi un titre que j'ai surkiffé, je suis le seul à l'avoir lu de la liste, il finit 3ème. Hein. et grand max. Hein. Allez, on va arrêter là. On va arrêter en 8e position. Donc entre Punisher La Fin et Superman Red Son. Putain, c'est vachement mieux que Punisher La Fin en plus. Allez, on va arrêter là. Donc merci Odesu pour ces Doudou Comics. On continue avec une liste de Romain Gaufre. Désolé hein, pour les Doudou Comics d'ailleurs, parce qu'on les a un peu écornés, on leur a fait du mal. C'est pas très sympa de notre part. Oh, il y en a un qui finit en 8e position et il a bien failli finir premier. Donc non, c'est bien, c'est une bonne liste. Et donc la liste de Romain Gaufre qu'on remercie, c'est les sagas cultes du DC Universe. Bon. Et merde. Le premier, c'est Kingdom Come. On va pas revenir dessus. Ok. Le deuxième, c'est un titre de 1988 d'Alan Moore et Brian Bolland, Killing Joke. Là, on rentre dans du lourd, là. Premier. Le mec, il essaye même pas de débattre. Voilà, premier, démerdez-vous, merci. Je discute même pas sur Killing Joke, moi je le mets premier. Le titre est formidable. Du coup, si jamais vous ne l'avez pas lu, l'idée principale du titre, c'est de montrer que le Joker et Batman sont finalement les deux faces d'une même pièce, qui sont totalement opposées. Et il y en a un qui est coloré, pas l'autre. Il y en a un qui sourit, l'autre qui est taciturne. Il y en a, enfin bref. Et du coup, le Joker essaye de faire sombrer Batman dans la folie en s'en prenant au commissaire Gordon et à sa fille. C'est une série qui devait être hors continuité et qui finit par être tellement bien qu'elle rentre dans la continuité classique, puisque les conséquences de cette histoire vont perdurer jusqu'au New 52 en fait. Donc de 86 à 2012. Voilà, c'est Brian Bolland, donc
C'est un style un peu académique et graphiquement très européen. C'est Alan Moore au moment où il faisait des grandes choses. Ce qui est rigolo, c'est qu'il a voulu tester des choses pour bousculer un peu l'establishment des comics. C'est qu'en fait, il y a des choses qu'il a regrettées. Par exemple, le sort de Barbara Gordon. Il est revenu il y a quelques années en interview en disant que finalement il regrette de l'avoir fait dans un comics mainstream et qu'il aurait dû le faire dans quelque chose d'un peu plus indé. Et au contraire, c'est la violence qui est dans ce titre-là qui permet d'ouvrir un peu les portes et ouvrir la liberté à des auteurs dans les comics. Donc, importance historique de ce bouquin indéniable. Et puis voilà, ça reste une des 5 plus grandes histoires de Batman. Pour moi, il se retrouve troisième du top après Kingdom Come parce que j'ai un problème avec les dessins de Brian Bolland qui me font pas kiffer en fait. Mais ouais, c'est du très très lourd et très court. On fait beaucoup de choses. Il fait 48 pages, 50 pages, un truc comme ça. On fait beaucoup de choses en très peu de pages. C'est voilà, une vraie leçon de narration en plus. Alors là, une fois de plus, moi, c'est un de mes doudous comics parce que c'est mon premier Batman que j'ai lu. Alors, j'avais des Batman poche avant, mais je les lisais, je les foutais à la poubelle direct. Et ça a été vraiment le premier Batman que j'ai lu calmement en étant assez mature pour comprendre les enjeux. Et pour une première approche, ça a été la claque. J'ai eu du mal à m'en remettre. Je m'attendais pas à lire ça. J'ai dû le lire certainement à l'époque où le film est sorti, le film de Tim Burton. 89 donc. C'est fort possible que ce soit à ce moment-là. Et quitte à commencer avec du Batman, autant commencer avec celui-là parce qu'il y a tout dedans. Il y a tout, il y a le Batman qu'on aime, c'est-à-dire qui ne baisse jamais les bras, qui respecte les règles. Franchement, excellent. Alors de là, le mettre en première position, je serais un peu plus tempéré, mais pourquoi pas? Je serais pas contre, hein, il est tellement bon que... Et le truc est tellement important qu'il est même sorti en livre de poche. Ah, en fait. Excellent. Et c'est la BD, hein, mais qui est en format livre de poche. C'est J'ai lu qui avait fait ça. Bah, et puis ils en ont fait un animé quand même. Me parle pas de l'animé. Bah, la première partie est pas terrible. La première demi-heure, après ça va. Moi, je vais le mettre en premier. Ouais. Franchement, il le mérite. Il le mérite largement. Je suis globalement de vos avis, puisque c'est assez unanime, c'est quelque chose d'assez exceptionnel. Je le mettrais pas en première position. Pour moi, c'est quand même en dessous de Crisis on Infinite Earths. T'en peux plus de ton Crisis, toi, en fait, hein? Crisis on Infinite Earths, pour moi, c'est la baffe ultime. Mais après, je suis assez emmerdé parce que je suis assez embêté parce que avant ou après Kingdom Come. Alors oui, Brian Bolland, c'est effectivement académique pour te citer Matt, mais à côté de ça, ça vieillit super bien. Parce que c'est académique, en fait. Parce que c'est académique, voilà. Mais du coup, est-ce que c'est vraiment un point négatif d'être académique pour un récit comme ça? Parce que il y a certains récits de ces années-là, si tu le donnes à quelqu'un qui n'a jamais lu de comics, ça va lui tomber entre les mains en te disant qu'est-ce que c'est que ce truc dessiné avec les pieds. Et à côté de ça, Killing Joke, visuellement parlant, est hyper accessible. Moi, je le mets juste après Kingdom Come parce que c'est graphiquement en fait. Donc en 3. Ah ben, alors Yanda, c'est toi qui décides parce que Marv le met en premier, moi je le mets en deuxième, et Matt en 3, donc c'est toi qui décides. Ah, 3 aussi, ouais, 3. Ça reste quand même globalement en dessous de Kingdom Come et de Crisis. Ouais, 3. On enchaîne avec le troisième titre de Romain Gaufre des sagas cultes DC Universe. Et son troisième titre, c'est un titre de 1986 de Frank Miller, The Dark Knight Returns. C'est encore du lourd, C'est soirée lourd, je pense. C'est du très 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 lourd. Alors, on parle bien de Dark Knight Returns, donc le premier tome. On n'aborde pas Strike Again. Non, j'ai dit qu'on parlait du lourd. Ouais. Ok, énormissime, parce que vraie révolution dans la façon d'aborder Batman et la psychologie du personnage. Un vrai bond en avant, puisqu'on est dans un contexte où Batman est un cinquantenaire vieillissant, désabusé, aigri, qui a complètement lâché l'affaire, et qui se retrouve confronté à une nouvelle menace et à de nouveaux problèmes qui font que il se doit de faire quelque chose. Mais voilà, il y a tout ce travail sur la psychologie de Batman et également toute la critique millerienne de la société, des médias, de l'empowering, etc. Et
C'est une grosse baffe au niveau du scénario. Et graphiquement, ça tabasse aussi, quoi. C'est peut-être même presque plus marquant qu'un Killing Joke. Donc du coup, je le mettrais en numéro 3. Non, je le mettrais même en numéro 2. Ouais, je le mettrais en numéro 2. J'appuie tout ce que tu viens de dire. Politique, esthétique, machin. C'est un vrai comics d'anticipation en plus sur la place des médias et comment on retourne des foules et tout ça, machin. Je vous propose de regarder vous-même vos amis dans la rue pour comprendre à quel point on pourrait être dans le monde de Dark Knight Returns. C'est la grosse branlée. Ça redéfinit Batman avec les codes du Chevalier Noir, qui vont être aussi les codes actuels. En un mot commençant, pour ne pas répéter ce qu'a dit Yanda, pour moi il est numéro 1 du classement. Je suis d'accord avec vous sur tout. Il y a juste un souci sur ce bouquin, et c'est pour ça que je le mettrais derrière Killing Joke, c'est que c'est le genre de bouquin, comme Watchmen, que tu n'as pas envie de relire. Tu peux essayer, mais au bout de 3 pages, tu laisses tomber. Ça a quand même un petit peu mal vieilli. Je suis pas d'accord. Moi, je suis pas d'accord dans le sens où je suis passé à côté à la première lecture et c'est en le relisant que tu découvres au fur et à mesure ce qu'il y a dedans. Et ce qui a mal vieilli, c'est la narration par présentateur télé. Où il y a beaucoup de choses qui sont des bulles un présentateur te remet le contexte de la société. Et donc ça, ouais, c'est un peu lourd. Mais je sais pas, je pense qu'au contraire, c'est au fur et à mesure des lectures que tu découvres un peu plus de choses cachées dans cette BD. Ah ben moi, je suis plus comme Matt. Je suis plus, effectivement, il y a beaucoup de choses à la première lecture où je suis passé à côté, et en relisant, je découvert des deuxièmes interprétations, des points de détail qui du coup, ah ouais, c'est vrai. Et enfin voilà, pour moi, c'est un comics qui se relit vraiment. Et qui se relie en découvrant des trucs en plus. Tu le relis pas juste pour le plaisir de l'histoire, tu le relis et en plus de ça, tu vas découvrir des nouvelles choses. Par contre, tu le relis pas quand tu prends une BD pour aller te coucher à 23h40. Non, oui, voilà. Pareil. C'est sûr que c'est pas du Gwenpool. Et toi, Marv, tu le mets devant Killing Joke ? Killing Joke, c'est que c'est une histoire courte qui marque. Return, c'est plus long. Enfin, moi, je sais que le dessin de Frank Miller, j'ai du mal quand même. Ça me brûle un peu les yeux en même temps que je kiffe, quoi. Donc je sais pas trop. Petit astérisque podcast, Marvel n'est pas bourré, hein. Il est juste hyper fatigué. Mais on le regarde parce qu'on se voit en vidéo depuis le début de l'enregistrement. Il picole pas, le mec est à jeun. C'est juste, il en peut plus, quoi. Il a une journée de fou, c'est un père de famille, donc voilà. Ah, puis là, je commence à m'endormir. Du coup, on se retrouve avec un petit Dark Knight en première position. J'entends pas vos... Quoi ? Oui, non, moi 2. Marv l'a pas mis en première position. Moi 2. Hein. Moi, je le mets 4ème. Voire même 5ème. Hein. Je le mets après Killing Joke, moi. 4ème. T'as dit 5, Marv a dit 4, Matt dit 1 et j'ai dit 2. Bah, ça fait 3ème. Ça fait 3, ouais. Ça fait 3ème. Donc, il est devant Killing Joke ? Allez. Ouais. Putain, j'aurais dû mettre mon X-Men mutant plus haut. Il est déjà plus dans le top 10. Allez, on finit. Merci Romain Gaufre. On finit avec une dernière liste. Bon, c'est bien parce que c'est vous. Allons-y. Donc, c'est une liste de Fredo. Et c'est le premier à m'avoir écrit d'ailleurs, donc c'est bien qu'on finisse avec lui. C'est une saga de 19... Alors il n'y a pas de nom à sa liste, hein, voilà, il a balancé ça comme ça. On commence avec une saga de 1997, c'est Earth X de Jim Krueger, Alex Ross et John Paul Leon. J'adore. Je suis hyper fan de Earth X. Parce que j'ai eu beaucoup de mal à lire le truc quand il est sorti au début chez Marvel France dans la défunte revue Marvel, parce que les dessins de John Paul Leon, quand j'étais un ado, je voulais voir du Alex Ross, je voulais pas voir ça, mais en fait c'est hyper bien, ça explique tout, les tenants, les aboutissants de l'univers Marvel, pourquoi il y a des célestes, pourquoi il y a des mutants, pourquoi il y a des inhumains, tout se tient, tout devient hyper cohérent. C'est l'explication ultime de tous les personnages, des enjeux et de tout l'univers Marvel cosmique, terrestre et tout machin. C'est hyper bien, les appendices sont un peu longs à lire, mais enfin c'est fin, c'est complètement formidable, et c'est d'autant plus formidable que derrière il y a 2 suites, il y a Paradise X et Planet X, c'est ça ? Universe Non, X. Universe X, ouais, Universe et Paradise, et qui pour le coup sont pas bien du tout, et voilà, et Earth X c'est formidable. Je suis hyper fan de ce titre. J'étais tombé dessus parce que je connaissais pas encore le
l'ordre chronologique. Et j'avais commencé avec Paradise X, c'était en 100% Marvel, format souple là. Déjà ça, j'avais bien accroché quoi. Et pourtant, c'était à une époque où je commençais Marvel, donc je me disais, oh là, c'est chelou parce que, tu voyais Peter Parker qui avait déjà une fille avec Mary Jane, machin. Et après, j'ai pris Earth X, et ouais, c'est vrai que c'est une sacrée claque. Quoi. Par contre, c'est vraiment pour les fans hardcore de Marvel. Hein. C'est, je veux dire, Crisis, c'est limite pour les enfants de 8 ans à côté. C'est vraiment dur, quoi. Pour les pucelles. Tu peux pas comprendre. Tu peux pas comprendre Earth 6 si t'as jamais lu un Marvel, quoi. Ah bah non. Non, mais c'est pas fait pour. Hein. Ah oui, bien sûr, bien sûr. Ah bah c'est une pure jouissance pour les anciens lecteurs, ça c'est clair. Hein. Et puis, même tu te le relis là maintenant, avec une quinzaine, une vingtaine d'années de Marvel en plus, bah tu te rends compte qu'en fait, on reste loin de RX. Tu vois, avec un Secret Wars où ils remodèlent tout, ils veulent tout changer, ou alors faire un univers parallèle et tout, ça t'atteint pas du RX, quoi. C'est une vraie saga, c'est vraiment, vraiment, vraiment bien. Mais ouais, c'est hardcore, quoi. C'est vraiment hardcore. C'est pareil, c'est pas le bouquin que tu lis avant d'aller te coucher, quoi. Et puis pour les dessins, comme tu dis, Matt, c'est pareil, c'est le genre de bouquin, tu peux pas vraiment le prêter parce que les dessins peuvent faire peur à quelqu'un qui n'a pas l'habitude de lire des comics. Hein. C'est vraiment... Alors c'est l'inverse. À quelqu'un qui va plutôt lire de la franco-belge, je pense que ça passe plus facilement qu'à quelqu'un qui a l'habitude de lire des comics parce que c'est pas du tout, pour le coup, les dessins un peu outranciers, très colorés et tout. Ça, de mémoire, il y a quand même des tons un peu sépia, ça joue beaucoup sur des formes, sur des ombres. Enfin ouais, je sais que c'est sorti, je devais avoir 17 ans. C'était pas possible, quoi. C'est l'histoire qui m'a accroché, mais non, c'est formidable, c'est formidable. Ça aurait été une erreur de passer à côté de ce truc-là. Non, c'est vraiment un nouvel univers inventé, qui est vraiment bien amené, bien ficelé. C'est vrai que moi, je le mets aussi en... Attends, je revois la liste. Moi, je le mettrais quand même derrière la mort de Gwen Stacy qui a eu plus d'impact historique ou sur la vie de Spider-Man en général. Parce que Earth 6, tout le monde l'a oublié aujourd'hui. Qui en fait référence ? Oui, c'est vrai. Mais parce que c'est pour les fans hardcore. Ouais, mais ils auraient pu faire un Secret Wars Earth 6. Et ça s'est pas fait. Non, mais il n'y a pas de référence là-dedans, puisqu'en fait, l'enjeu de... On focalise sur le fait que c'est des héros vieillissants et que c'est... ça pourrait être la suite de l'univers Marvel et sa fin en particulier, puisque le point de départ, c'est que le gardien qui observe l'univers Marvel est tellement vieux qu'il devient aveugle et qu'il est obligé de recruter quelqu'un d'autre pour observer à sa place. En plus, l'histoire n'est pas canonique si on s'appuie sur les événements de Original Sin. S'il faut ne pas spoiler un peu les trucs. Déjà, les deux histoires entrent en concurrence, donc ça marche pas. Et en plus, la relation qui est faite entre notamment les Célestes, les Inhumains, Galactus et les mutants sur la Terre est pas quelque chose qui est devenu canonique et quelque chose qui a été contredit dans l'univers classique de Marvel. Voilà. Mais ça n'empêche que ce qui est proposé dans Earth 6 est formidable. Et formidable à quelle place alors ? Formidable, 4ème place. Ouais, 6ème après Gwen Stacy, ouais. Vous êtes deux à voter 6, hein ? Eh ben, on va le mettre en 6ème position. Et deuxième titre de la liste de Fredo, que je suis en train de redécouvrir sa liste. Là, je me rends compte qu'il a envoyé du lourd. C'est vraiment du pâté, là. 1992, la mort de Superman. Je plante juste le décor, on parle d'une saga où Superman a une coupe mulet. C'est de ça qu'on parle. On en est là. Il a une nuque longue. C'est ce Superman. D'accord, très bien. On est sur ce point de départ. Là. Pour moi, c'est non. La mort de Superman, c'est non. Parce que Superman, à cette époque-là, c'est non. Parce que le récit, typiquement, années 90, graphiquement, c'est non. Parce que les comics de bagarre, c'est non. Parce que ça va aboutir sur une mort de Superman. Et puis, spoiler, il n'est pas vraiment mort. Il va revenir, il sera bleu électrique. C'est renom. On a voulu faire un événement en tuant le personnage et en ayant de la presse à ce moment-là parce que le titre vendait pas super et qu'il fallait trouver une idée. Voilà, le personnage de Doomsday qui avance dans sa combinaison, c'est quoi ? C'est une nappe, c'est un truc... tu sais, on dirait il est habillé avec cette toile dont tu le poses sur la terre pour protéger tes fraisiers quand tu fais un peu de jardinage. Donc voilà, c'est avec ça et le mec traverse les États-Unis en rasant des bouts de forêt ou ce genre de truc. Donc c'est pas possible. Pour moi, ce titre... mets-le après Earth 2. Moi, ce titre-là,
Je m'attendais pas à ça là. Ah, la Wow, vache. ça Ouais, va. c'est pas possible du tout pour moi. Comment il te la casse Pour moi, il est très 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 bas dans la liste. Ah putain. On tient un bon dernier tranquille. Oh putain. Ah ouais. Ah ouais, d'accord. Eh bien, je ne suis pas du tout de cet avis. Coup de théâtre inattendu. Ouais, c'est ça. Twist. Je suis pas, comme je disais tout à l'heure, quand on parlait d'identité secrète, je suis pas ultra fan de Superman, notamment du Superman de cette époque à certains moments. Et en fait, cette histoire est sortie, comme tu le disais, Matt. Cette histoire est sortie quand on était en pleine mouvance, grim and gritty, les héros sombres, machin, thème adulte. Sauf que bah, c'est très très dur de trouver une thématique autour de ça avec Superman, qui est le super-héros, voilà, à ce moment-là, Boy Scout, les valeurs américaines, héros hyper lumineux, etc. Donc, eh ben, si tu veux faire un truc sombre, il faut trouver une histoire où, en fait, il meurt. Et partant sur ce point de départ-là, ouais, j'ai envie de dire un bon gros mais il n'empêche que il y a quand même 2-3 phases dans cette première partie, puisqu'on reste sur la première partie, parce que si on prenait l'intégralité, effectivement, je te rejoindrais un petit peu plus, mais pas autant. Mais la première partie, il y a quand même des trucs bien lourds et qui envoient bien quoi. Notamment certaines bagarres, notamment une bagarre. Ouais, ça envoie quoi quand même. C'est quand même lourd quoi. Donc sans être exceptionnel, non, c'est pour moi clairement pas un bon dernier et loin de là. On est dans un léger ventre mou. Je te vois hausser les sourcils, Matt. Mais pour moi, ouais, on est plus dans un milieu plus quoi. Donc si je devais le placer, je le placerais après Red Son, donc en 13e. Moi, je le verrai assez haut parce que le but de ce bouquin, c'est pas de nous faire réfléchir, c'est d'être, c'est un combat contre Doomsday tout simplement. C'est un blockbuster bien bourrin et il réussit franchement, le combat est épique. Le combat est épique, ils se balancent tout ce qu'ils peuvent sur la gueule, quoi. Et il y a l'aspect sacrificiel en plus. Il y a l'aspect sacrificiel du truc, quoi. C'est que il meurt avec panache quoi, c'est pas une mort de baltringue hein. Voilà, c'est la bagarre, elle est ouf quoi. Non mais si tu me vends un comics de bagarre en mode blockbuster, il y a pas 300 pages avant que les personnages se rencontrent, tu vois, ils traversent pas. Doomsday traverse comme les États-Unis à pied. Franchement, ça arrive très très vite. Il sort de sous terre, je sais pas pourquoi, d'ailleurs je sais même pas d'où il vient, je me souviens même plus. Il sort de sous terre, il traverse un bois, il tombe sur Metropolis, il défonce tout le monde, Superman arrive, il meurt. C'est plié en 20 pages. Faut rigoler, Urban. En gros, hein. Qu'est-ce qu'il y a dans le bouquin d'Urban qui doit faire 700 pages? Ah bah après, il y a des croquis, des trucs. Il y a la même scène par d'autres personnes. Willy, facteur à Metropolis, a assisté à la mort de Superman, il nous raconte. Moi, je l'aurais plus vu en dessous de la mort de Gwen Stacy, par exemple, tu vois. Avant Earth X, je crois que Matt a quitté le podcast. Non, c'est pas une œuvre mineure, je trouve. C'est pas une œuvre mineure. Ah, mais pas du tout. Oui. Ça peut être une œuvre majeure, mais une œuvre ratée, et ça, c'est pas du tout antinomique. Et sinon, ce que je fais, c'est que moi, je le descends, je le mets comme Matt, et comme ça, il arrive après Red Son. On peut s'arranger avec les trucs, tu sais. C'est comme des vraies élections, hein, on se débrouille. Bah, si tu le mets après Red Son, Marv, on est du même avis, et du coup, ça passe, on est majoritaire. Ah, on est majoritaire. Ah bah oui. Moi, je le mets après Red Son. Voilà, merci, bonsoir. Je vais vous demander d'y réfléchir 1 heure ou 2, parce que Superman est mort, il s'est sacrifié pour vous, et vous le mettez en 13e position. Eh, tu me mets en quelle position, la mort de Wolverine? Bon, bah alors, voilà, c'est de la merde. Non, c'est pas comparable. Bah, c'est pas comparable. Ouais, ça n'a rien à voir. Allez, je le mets en 13e position, mais... Ah, j'ai entendu les dents de Matt grincer. Alors, on fait un dernier titre avant que je me suicide. Dernier titre de la liste de Fredo. Putain, c'est tard là, c'est tard, faut qu'on y arrête. Ça va aller vite, hein. Je le vois en première position ce truc. 1986, Daredevil Born Again, Miller Mazzucchelli. Les mecs, là je compte sur vous les mecs, me décevez pas. Matt, ne parle pas si c'est pour le mettre en fin de position là. Alors là, on va se battre pour les premières places. Alors attends, vous avez mis Batman Returns en 3e? Non mais regarde la première place, t'embête pas.
est-ce que Born Again est meilleur que Crisis? C'est quand même la chute de Daredevil, mais qui se fait humilier physiquement, moralement. C'est très bien décrit par Miller, c'est un de mes doudous, j'ai commencé avec ça aussi. Donc c'est hyper marquant, quoi. C'est la chute d'un héros et personne n'a fait mieux depuis. Et je me souviens que je l'avais lu en pensant que ce serait je l'ai lu hyper tard. En pensant justement que ce serait une de ces vieilleries historiques qu'il faut lire pour ta culture comics, tout ça machin, et que je me ferais chier. Et je me souviens que j'avais trouvé ça extraordinairement moderne et adulte et mature en fait comme récit. Moi je l'ai lu à l'époque, pareil, de mes 12-13 ans, ça fait partie de mes premiers Strange. Et donc j'ai connu cette fameuse période où j'ai pas la fin de l'histoire. Parce qu'à l'époque, Strange, ils avaient arrêté Daredevil parce que c'était trop violent, c'est pour vous dire. Raison de plus pour le mettre en première position, c'est violent, voilà. Et on aime tous la violence. Et donc j'ai mis, je sais pas, 10 ans avant de connaître la fin, avant de l'acheter aux éditions Betty. Et pendant 10 ans, tu ne sais pas comment Daredevil s'en est tiré. Tu sais pas, ça se finit, il est dans une poubelle, il est à moitié mort. T'as eu une vie triste, toi? Ah mais carrément, mais 10 ans sans savoir ce qui est devenu ton héros préféré. Je sais pas si t'as remarqué, mais dans mes rétro-comics, j'ai un t-shirt Daredevil. Je veux dire, c'est... Voilà. Rien que pour ça, première position. Et puis, je vois pas ce qu'on a fait de mieux depuis. Bah, on a fait Kingdom Come et Dark Knight Returns. Non, mais ça c'est de la rigolade. C'est des bouquins que je mets dans mes WC pour lire. Non, Daredevil, c'est... Doucement, Phil, doucement. Tu t'enflammes. N'ayant pas lu Crisis, j'ai pas la comparaison. Kingdom me rappelle très peu. Bon, Batman Returns, je suis d'accord, hormis les dessins, mais vu que c'est le même dessinateur... Ah non, c'est pas le même dessinateur, pas du tout. Non, c'est Mazzucchelli. C'est le mec qui a fait Batman année 1. Tu parles de Daredevil de Frank Miller ou tu parles... Eh ben, il était au scénario. Ah ouais, mais d'accord. Ah ouais, mais on parle pas, putain. Oh là là, je suis fatigué, moi. On parle pas du même. Allez, c'est le dernier titre. 10 première position, il va te coucher, voilà. Non, attention. Première position, bonne nuit. Ah si, bah... Ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'on voit un Caïd, on voit un Daredevil qu'on n'a jamais vu, mais on voit un Caïd et également qu'on n'a jamais vu, quoi. C'est... moi je sais pas si c'est un peu comme la saison 1 de Daredevil là, sur Netflix. Tu sais pas si tu aimes plus Matt Murdock ou tu aimes Wilson Fisk en fait. Et là moi j'ai trouvé que dans Born Again c'était un peu ça aussi, le Caïd est mortel, Daredevil est mortel, enfin tout est mortel quoi. Ouais, là-bas c'était un héros, c'était un méchant secondaire à la base, le Caïd, dans les histoires de Spider-Man. Et Miller est arrivé et puis il a transcendé le personnage, quoi. En fait, tout ce que vous avez pu, je parle pour ceux qui nous écoutent, tout ce que vous pouvez voir maintenant de Daredevil, que ce soit des comics ou que ce soit la série Netflix, je parle pas du film, hein. Oh là là, je parle pas de Ben Affleck, mon dieu. C'est Batman maintenant, vous imaginez les gens. Faut arrêter les conneries. Tout ce que vous avez découvert maintenant sur Daredevil vient de ce comics de Born Again, quoi. D'autant qu'avant, Daredevil il se battait contre des méchants genre l'homme aux échasses, qui est un mec qui braque des banques avec des échasses de 8 mètres. Ah mais du coup là, le Born Again, c'est le tome 3 en Marvel Icons, là, chez Panini en ce moment. Exactement. Ah ouais, moi je croyais que tu parlais du tome 1, moi. Bah, le tome 1, il est en première position, à égalité. Bah, je suis d'accord avec Phil. Oh, merci. Ah putain, Crisis va chuter. Tu l'aurais lu, tu l'aurais mis premier aussi, Yolanda, j'en suis sûr. Tu es un homme de bon goût. Ne me brosse pas dans le sens du poil, Phil. Ça ne sert à rien. Je suis incorruptible, sauf si tu parles de Dick Grayson. Mais bah après, sur le papier, Miller Mazzucchelli, bon, ok. C'est pas détrôné par n'importe qui et n'importe quoi à vous entendre, donc pourquoi pas. Après, qu'est-ce que Matt va dire? Où est-ce que tu le mets, Matt? Moi, je le mets entre Dark Knight Returns et Killing Joke. Donc 4ème. Ouais. Enfin, pour moi, il est 3ème parce que Crisis n'existe pas, mais 4ème dans le top tel qu'on l'a construit ensemble. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On le met en 2e position? Comment ça se passe dans ces cas-là? Vous êtes deux, hein? Bah non, on le met premier parce que toi t'as dit premier, Phil, et moi j'ai dit premier, donc on le met premier. On fait pas de moyenne quand c'est comme ça. Ah non, mais c'est la majorité. Je veux dire, c'est. Ah bon? Ça se passe comme ça hein, chez McDonald's. C'est un peu ce qu'on a fait depuis tout le début en fait. Donc là, Phil est en train de décorer les règles de l'émission qu'il a inventée. C'est bon. C'est qu'en fait, mes écouteurs ne marchent pas, donc je ne sais pas ce que vous dites. T'es nouveau, tu viens d'arriver? Non. Et on va se quitter là-dessus avec un nouveau premier. C'est beau. Eh bien, bravo Fredo. C'était sa liste et... Et puis bah, j'espère que la prochaine fois on aura Howard le Canard pour le mettre en top 1 aussi. Faudra discuter là.
On fait un petit récap de la liste. Le petit récap de la liste, on a donc Daredevil Born Again en première position, Crisis on Infinite Earths en 2, Kingdom Come en 3, Batman The Dark Knight Returns en 4, Batman Killing Joke en 5, La mort de Gwen Stacy, donc l'inventeur de Spider-Man, en 6ème position, Earth 6 en 7, Batman Un deuil dans la famille en 8, All Man Logan en 9, suivi par Injustice en 10ème position, Punisher La Fin en 11, le crossover X-Men New Mutant en 12, Superman Red Son en 13, La mort de Superman en 14, la série Batwoman en 15e position, et puis après en vrac et dans l'ordre, Superman Identité Secrète, Gwenpool, les Dark Avengers, Earth 2, All New Thor, Supergirl, la version New 52, Harley Quinn version New 52, All New Wolverine, la série Captain Britain d'Alan Davis et Alan Moore, et en toute dernière position, le méga crossover Secret Wars. Voilà l'aberration que Marvel a publiée il y a quelques mois maintenant. Bonne nuit. Très bien. Ah, en fait, vous me laissez parler, vous êtes tous partis. On a bien travaillé. Eh ben, on a bien travaillé, merci d'avoir suivi ce premier véritable épisode avec l'équipe constituée cette émission qui n'a toujours pas de nom, qu'on voulait appeler le top ultime des comics, qu'on voulait appeler Super Comics Battle, qu'on voulait appeler autre chose. Visiblement, vous avez voté pour autre chose pour le nom, donc l'émission n'a toujours pas de nom, mais en tout cas, on est là, on a un top de 25 comics. N'oubliez pas, c'est à vous de faire évoluer le top, donc trouvez Rétrophile sur YouTube, sur Facebook et sur Twitter, vous lui envoyez des listes. L'idée c'est 3 comics Marvel ou DC avec un nom de liste, une thème. Vous choisissez 3 comics, vous lui envoyez et on fera notre possible pour, dans le temps qui nous est imparti, ajouter vos comics dans ce top avec le plus de subjectivité et de mauvaise foi possible. On se retrouve dans 15 jours pour un prochain épisode avec un Marvel réveillé, avec un Yonda survolté, Toujours. et avec un rétrophile heureux, puisqu'il a son Daredevil Born Again en première position du top. Et il va y rester, les gars, il va y rester. Et bah écoutez, voilà, c'est tout pour nous. Il reste à Phil de faire la prod, le montage, couper les ricanements, mettre de la vidéo là-dessus. Et puis bah voilà, nous on se retrouve dans 15 jours pour un nouvel épisode de cette émission qui n'a toujours pas de nom. Voilà. Merci les gars de m'avoir invité dans votre émission qui n'a toujours pas de nom. Et puis je vous dis à la prochaine, lescomics.fr. Et puis je vais aller faire dodo. Il est temps. Merci tout le monde et merci à tous ceux qui ont envoyé des listes. Et j'attends les prochaines avec impatience, même si on a de quoi faire encore 2 émissions. Allez, envoyez quand même les listes, on les mettra de côté. Merci tout le monde, à la prochaine. Ciao. Ciao, bisous, Topette. Bon bah les gars, moi je vous laisse. Je vais aller me coucher. Ah oui, les micros.